une vision d'analyse. Chers amis, bon, on était en discussion, vous comprenez, je vous ai déjà dit, hein, quand la caméra se branche, on est dans nos parlottes, dans nos ajustements, et donc voilà. Bonsoir, merci d'être là. Et puis, j'ai un plateau bien rempli cet après-midi. Donc, j'espère que nos échanges, et nous aurons aussi un échange avec la Kanaki, donc ça promet d'être riche. Et j'espère que vous aurez du plaisir à regarder nos invités, à les écouter surtout, à les voir depuis la crête et pas depuis la vallée, et pas dans la vallée. Et puis que, voilà. Donc, merci encore pour votre présence et puis votre suivi. Vous me dites beaucoup de choses extraordinaires dans la rue, mais je voudrais aussi que vous vous mobilisiez. On a besoin de vous, soyez après, derrière ou avant ou devant ceux qui se battent parce que notre société est en danger, même si nous avons des farfelus qui nous disent le contraire. Notre société est en danger parce qu'on est arrivé à un moment dans nos relations dans le monde où les choses se redéploient, les colonisations se redéploient, redeviennent plus féroces même qu'avant, parce que ceux qui ont l'habitude de coloniser sont aux abois. Et pour ça, nous savons que, voilà, ils ne nous font pas de cadeaux parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, par rapport au modèle de société qu'ils ont choisi, ils n'ont pas le choix que celui de continuer à piller et de zigouiller ce qui les empêche de piller. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Et puis, je commence avec nos invités de Kanaki et qui vont parler de la Kanaki. Hein? Alors Gwen, bonsoir. Bonsoir. Dites deux petits mots sur vous à nos invités, à nos téléspectateurs. Alors rapidement, Gwen Tolo Chabal, je suis Kanak en Martinique depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que je suis mariée avec un Martiniquais. Et je suis là pour parler de notre lutte qui dure depuis trop longtemps. Voilà. Trop longtemps. Trop longtemps. Mais il faut continuer à lutter pour que voilà. ça s'arrête. Ça s'arrête. Pour que voilà. ça s'arrête. Exactement. Merci d'être là. Et donc vous venez nous parler un petit peu de la situation actuelle. De comment ça se passe aujourd'hui en 2024 en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Beaucoup trop de personnes dans le monde ignorent ce qui se passe, donc je suis venue lever le rideau. Oui, parce qu'on a des médias en France qui sont spécialisés dans la propagande et dans le mensonge. Voilà. Exactement. Donc voilà, pourquoi vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Et puis vous êtes là, cantonné, scotché derrière vos petites télés, à avaler tout ce qu'on vous dit. Mais non, aujourd'hui, nous avons le devoir de diversifier nos sources d'information. Allez voir chez ceux qui subissent les méfaits de la situation politique, géopolitique, etc. Allez voir ce qu'ils vous disent de leur réalité. D'accord? Donc faites un effort de sortir devant vos médias officiels, ce qu'on appelle les médias mainstream. Aujourd'hui, vous êtes sur un média, on va l'appeler alternatif, parce qu'on essaye de parler, de dire une parole qui permettent à ceux qui souffrent, ceux qui sont impliqués, de dire leur vérité. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas celle, en tout cas officielle, qu'on veut nous faire avaler. Alors, Mariam. Oui, bonjour à tous. Je suis Mariam. Je représente le collectif Noula, qui se réclame de la dignité humaine et qui travaille pour justement retrouver son fondement. Et donc, étant donné que l'heure de nous-mêmes doit sonner, eh bien, le plus tôt sera le mieux. Et donc, comme on dit, c'est pas les ou fin au kamété qu'on a réendifé. Donc, nous sommes en train de travailler à justement à présenter, on va dire, un projet pour le drapeau rouge vert noir. D'accord. Et puis à soutenir donc très activement. Et évidemment, soutenir très activement la Kanaki. Nos frères et sœurs de Kanaki et tous les autres peuples, parce qu'il y en a. Oui, il y en a. Et d'ailleurs, je fais partie d'un collectif, un super collectif, où nous sommes plusieurs de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique. Et récemment, la Kanaki a intégré ce groupe. Super.
Voilà. Et un groupe qui fait quoi? Et c'est un groupe qui travaille au soutien de la Kanaki. Super. Bon voilà, donc venez aussi, chers téléspectateurs, ajoutez-vous à ces groupes pour dire que vous comprenez le combat qui est mené de façon à ce que il soit plus fort, parce que ce coup-ci, ça passe ou ça casse. Ils savent que c'est leur dernière possibilité de préserver leur pays, même si il y a des lois, il y a des règles. Vous avez vu que voilà, ceux qui ont des droits de veto à l'ONU, qui ont des armées costaudes, des musclés comme ça, et qui viennent s'attirer et de manière profiteuse sur les peuples, et bien souvent ils bafouent les lois et empêchent justement que ces lois protègent les populations qu'elles sont censées protéger. Donc n'oubliez pas, intéressez-vous de manière plus active aussi à votre pays, puis arrêtez de vous raconter des histoires sur la situation de la Martinique. Alors, je vais interroger maintenant Suzy. Oui. Bonsoir Suzy. Bonsoir Juliette, belle bonjour tout le monde. Oui. Et bien, moi content d'être là, c'est-à-dire en tant qu'artiste, et puis qu'à représenter aussi, bien sûr, les JLCC, et puis nous là, et puis toutes ces parties auxquelles je adhéré, quoi. Quand le CNR, le mien, K13, tout le monde. D'accord. Mais là, moi individuellement là, pour dire que je apporté soutien à 200% pour la Kanaki, pour dire que ça qui arrive là, comme Mariam dit, les camarades qui ont brûlé aux États. Et en français, ça donne quoi pour la Kanaki? Eh bien, quand la barbe de ton camarade, de ton voisin brûle, est-ce que tu peux mettre tout ce qu'il faut de côté pour pouvoir prévoir que toi aussi anticipe sur ta propre situation. Et c'est tout à fait ce qui est en train de se passer pour nous. Donc c'est ça qui a justifié comment on a. Et tout à l'heure, Marianne disait qu'on n'était pas très nombreux, mon Kanaki, mais on était 400 000 il n'y a pas très longtemps, et nous sommes descendus à 300. Et j'avais fait une émission avec Dr Gespelage à cause de l'empoisonnement du chlordécone, et on avait, on est pour, je sais pas, en 2030 ou 50, on est à 200 000 personnes à peine. Et dedans, on ne nous dit pas qui est martiniquais, puisque aujourd'hui, tous ceux qui posent le simple petit orteil en Martinique sont martiniquais. On n'a pas encore la carte d'identité, on attend de pouvoir dire qu'on a une carte d'identité et qu'on va choisir qui sera ou ne sera pas martiniquais. Malheureusement, c'est un artifice qui fonctionne, puisque nous sommes français, soi-disant, mais tous ceux qui arrivent se disent martiniquais. On a vraiment du mal à comprendre. Mais c'est un peu le monde à l'envers, mais ça dysfonctionne très fort dans nos petites têtes également. Alors, on a un invité masculin. Bonjour. Monsieur Joseph Philippe. Alors, lui, il viendra nous parler de pourquoi, parce que je vois que c'est une obsession chez vous, avoir du sang caraïbe ou du sang blanc ne signifie pas que vous êtes de culture caraïbe ou de culture blanche. Il va venir vous expliquer ça très sérieusement, parce que vous commencez à exagérer avec vos histoires vous avez du sang Kalinago, et les Kalinago vont vous donner leur énergie. Laissez-les reposer en paix, on les a exterminés pratiquement tous, laissez-les reposer en paix. Donc, Monsieur Joseph, j'ai beaucoup de mal à trouver des informations sur Monsieur Philippe Joseph. Bonjour, moi, je suis professeur de l'université, donc spécialiste d'écologie. Oui, ce que j'ai trouvé. Mais ça pourrait paraître bizarre, mais en fait, je suis content d'être là, parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'on imagine, la nécessité de récupérer les ressources des autres a été, depuis l'origine, je dirais la force de la colonisation. On ne colonise pas une terre qui n'a aucune valeur. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de ressources. On ne dépense pas de l'énergie pour rien. Donc la Calédonie, c'est un cas, mais aussi les Antilles françaises, la Guyane, etc. Parce que la France est le deuxième pays ayant un pouvoir maritime extraordinaire. Pas seulement à cause des zones autour des îles, ou encore des parties de continents comme la Guyane, mais il y a des ressources, beaucoup de ressources. Méconnues de nous-mêmes. Ah oui, que les gens méconnues parce qu'effectivement, pour connaître, il faut s'engager de la connaissance. Il faut qu'on la donne aussi. Oui, mais... Pas enfermé dans l'université. On est là chercher. Contrairement à l'imagine, il y en a qui essayent de faire sortir l'université. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en réalité, il faut bien comprendre que ce qui se passe en Kanaki
est un enjeu géopolitique. Pas seulement pour la France, pour le monde, parce que c'est une zone quand même... il y a des jeux d'influence à ce niveau-là, mais il y a aussi beaucoup de ressources, il y a aussi beaucoup de choses à récupérer. Je voudrais aussi préciser qu'il y a un indice qui est très important à l'échelle mondiale, c'est l'indice, je dirais, de la demande écosystémique, en gros, des populations. La demande écosystémique des populations européennes dépasse leur capacité de leurs écosystèmes. Donc l'énergie pour compenser ça est prise dans le sud de la planète. Il faut bien comprendre cela. Donc ce n'est pas étonnant que certains pays, comme les pays que vous connaissez, européens, notamment le pays qui est actuellement en train de tout simplement d'essayer d'empêcher les Kanaks de récupérer leur terre ancestrale. Ils y sont depuis 3000 ans. Et je rappelle que les Kanaks, c'est une partie d'une grande épopée humaine dans toute la zone. Il y a des ressources, le nickel par exemple, il y en a d'autres. Donc tout ça, il faut bien comprendre que une analyse à la fois de l'écologie biologique qu'on peut faire de façon rapport entre la faune, la flore et le milieu, mais il y a une analyse encore plus large, c'est l'écologie politique, dont le but fondamental, c'est de comprendre, d'estimer l'ensemble des ressources à l'échelle mondiale et essayer de façon intelligente, comme font certains pays, les États-Unis, l'Angleterre, ou de façon un petit peu, quand on a des colonies encore, de façon un petit peu militaire, comme la France, d'essayer de maintenir les populations hors de leur trajectoire civilisationnelle et de profiter de façon, je dirais, minière des ressources qui existent. Le problème, il est là. Donc, c'est la désinformation, c'est décérébrer les gens par une accoutumance à tous les plaisirs qui se trouvent souvent dans les supermarchés. Voilà, tout cela. Donc, tout ça, c'est une politique, une stratégie mise en place qui marche très bien. Oui, absolument. Alors, ça marche très bien chez nous. Ça marche un peu moins bien chez les Kanaks parce qu'il y a quand même un arrière-pays, puis une chape de tradition. Absolument. Alors, je parlerai de dimension civilisationnelle parce que, pour certaines parties du monde, il y a des gens qui n'ont pas de civilisation et il y en a qui en ont. Enfin, moi, je vois chaque écotype, chaque population qui se sont développées dans des zones géographiques particulières et qui ont produit des savoirs et des savoir-faire sont dans des dimensions civilisationnelles. Donc, je crois que la problématique, elle est là. Et il faut que, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Esmeralda Juliette. Parce que c'est une approche très... Ça lui fait rigoler de nous dire mon nom. Vous avez vu, vous êtes compliqué. Non, mais... Oui, il paraît que j'ai deux prénoms. Je pensais que c'était un prénom, mais enfin, c'est un nom. Il paraît que j'ai deux prénoms. Donc, c'est très important d'avoir une approche à la fois anthropologique, sociologique, mais aussi écologique. Pour expliquer cela, parce que si on est dans le militantisme qui n'a pas comme arrière, je dirais, garde ses connaissances, cette façon de faire, on est facilement broyé par ceux qui pensent tout le temps comment faire pour nous empêcher d'être ce qu'on est. C'est ça. Bon, et c'est un fondement de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on ne peut pas empêcher un peuple d'être ce qu'il est. Et c'est ce que disent, mal sous les feux des balles, ce que disent les Kanaks en ce moment. Voilà ce que je peux dire jusqu'à maintenant. Ah ben c'est pour cette longue introduction. Mais c'est bien ça. Non, mais c'est bien ça. Parce que la question c'est, on a privilégié la situation d'un Kanaki parce que c'est l'actualité et qu'on avait l'opportunité de faire intervenir des voix qui voient, des voix qui ont des yeux. Et donc, j'avais invité M. Philippe. Donc, vous êtes rappelé que vous êtes professeur. Ce que j'ai trouvé, c'est que vous êtes quand même dans beaucoup de domaines. Hein. Oui. C'est ce qui concerne l'écologie, végétation, biodiversité, écologie, botanique, conservation, espèces invasives, etc. Et même je fais aussi ce qu'on appelle, c'est la chose qui entoure tout ça, et qui est nécessaire, c'est l'écologie politique. Oui, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais surtout, dans les espèces invasives,
Voilà, il n'y a pas que les que les petits microbes. Il y a les gros microbes. On a aussi. Je vois que vous avez fait. L'enquête a été bien faite. Vous avez de la suite dans les idées. Non, je prends tout. Moi, je suis sociologue et tous les matériaux servent à la formation de mon discours. La façon dont nous procédons, c'est la sociologie, la végétation, des animaux. C'est le même principe que la sociologie humaine. Des humaines, mais absolument. Même principe, parce que pendant longtemps, l'être humain est un animal, je suis désolé, humain, et qui est sous le contrôle des mêmes facteurs écologiques. Oui, donc on peut avoir les mêmes approches. Qui s'est dit animal supérieur. Mais voilà, il s'est dit, mais les animaux ne nous ont pas encore dit ce qu'ils pensent de nous. Je voudrais finir, pour ne pas capturer et mobiliser. J'aime bien cette notion de capture. C'est qu'en réalité, chaque peuple qui s'est développé sur un territoire, une parcelle de la géographie mondiale, a produit des choses différentes. Mais ce sont des richesses portées au monde. Et donc ça ne doit pas être des oppositions, ça doit pas être autre chose que des richesses. Ce que les Noirs ont fait dans le monde. Mais François Fanon le dit aussi. Non, mais alors ça me donne l'opportunité de vous signaler que hier, j'ai présenté avec M. Granier dans Libre Antenne ce livre-là, Grande Pyramide. Il y a un film aussi que vous trouvez sur Internet que je vous conseille de regarder. Il fait 3 heures, vous n'êtes pas obligé de le regarder en une fois, mais il faut absolument que vous le regardiez parce qu'il nous a dit ce livre aurait pu être intitulé « La nouvelle histoire des Noirs ». Mais puisque les Noirs ont changé le monde à jamais, cela devient la nouvelle histoire de l'humanité. C'est ce que vous disiez. En termes écologiques, les Noirs ont tout donné, tout ce qui existe sur la planète est apporté par eux parce qu'ils sortent de leur continent et ils vont porter la connaissance et le savoir partout. Seulement, les gens des espèces invasives qu'ils ont rencontrées, leur prennent tout sans partage. Sans partage. Et c'est ça qui fait que les Noirs sont aujourd'hui classés parmi les plus pauvres, les plus misérables, ceux qui ont un échec scolaire et social très Et ceci très même dans important. les pays où les ressources sont extraordinaires. Absolument. Tu parlais de certains pays africains. Non, mais ils disent, les Africains disent aujourd'hui, comment se fait-il que nous soyons si riches et en même temps si pauvres. Il y a un paradoxe, c'est presque une sorte de truc. Un non-sens. La richesse du monde, les diamants, l'or, le pétrole. Les accords passés font qu'ils n'ont pas le droit de toucher à leurs richesses, à leurs ressources. Et ça, c'est les gens qui étaient, les hommes politiques qui étaient là, ne comprenaient rien à la politique des Blancs, donc ils ont laissé faire. Et c'est aujourd'hui que ces accords coloniaux sont expliqués, dévoilés, et que les Africains qui comprennent ce qui leur est arrivé sont complètement estomaqués par le culot des Occidentaux et surtout par les aînés africains qui n'ont rien compris à ce qui se passait. Donc on va passer à... Est-ce que, Manuela, dis-nous si on a déjà quelqu'un en ligne, parce que je voulais aussi vous dire que pour commander ce livre, il faudra passer par Wari Boutique à Saint-Joseph, dont je vous ai déjà parlé. C'est donc le monsieur Clapopo, qui est responsable de cette boutique, peut vous le commander parce que c'est un livre qui s'obtient à la demande. Je suppose qu'il n'y a pas de stock, mais si vous voulez, vous le commandez à Wari Boutique à Saint-Joseph. Je vous ai donné déjà l'adresse. Et puis... faites un effort, il faut le lire. S'il vous faut 1 an pour ça, prenez 1 an. Et si vous venez me parler après de problème d'estime de soi, c'est que vous êtes passé à côté du contenu de l'ouvrage. Voilà. Donc, on commence à parler de la Kanaki, de ce que vous voulez, mais on peut aussi prendre... Voilà, Manuela clignote. Vas-y, Manuela, mets-nous en lien avec... c'est Muneko. Tout à l'heure. Oui, allô? Oui, Muneko. On entend, Muneko. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour.
Eh bien, bienvenue parmi nous, Monico. On essaye de voir la situation d'un Kanaki avec vos yeux de personnes présentes sur le terrain. Oui, bonjour la Martinique. On va se présenter. Merci pour cette invitation. Vous voulez nous dire un peu qui vous êtes? Oui, alors Monico Aoukas, je suis présidente du MNIS, mais un mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste. Et je suis une femme kanak. Et je vis dans les quartiers nord de Nouméa. Un des quartiers qu'ils ont nommé la zone rouge de Nouméa et qu'ils ont déblayé hier. On avait les forces de l'ordre depuis hier 9h du matin et ils ont fini le soir à 22h, 23h de déblayer tous les barrages qu'il y avait sur l'axe principal du quartier. Et ce Nouméa Nord dont vous parlez, c'est ce que vous appelez la Nouméa Blanche? La ville blanche. La ville blanche. Nouméa la Blanche, en fait, si vous voulez, c'est le nom donné à la capitale de Nouméa, tout simplement. À l'époque, ils ont appelé ça comme ça parce qu'ils ont enlevé tous les Kanaks qui habitaient dans Nouméa pour nous mettre dans l'agglomération tout autour, à la périphérique. Et ça a créé ce qu'on appelle tous les quartiers nord. Tous les quartiers nord de Nouméa, au nord de la capitale, vous avez Tindu, Caméré, Ducos, là où il y a eu en l'occurrence les tueries des milices meurtrières sur nos enfants. Ils ont été abattus dans cette zone-là, les 3 premiers. Et les 3 premiers enfants kanaks. Et de l'autre côté, vous avez 4e, PK4, Magenta, Moravel, Rivière-Salée, là où j'habite, moi. Et quand on continue, on sort de l'agglo, plus on s'éloigne vers le nord de Nouméa, de la capitale, on arrive vers les zones d'Imbéa-sur-Mer, là où il y a le seul grand hôpital de l'île. Et là aussi, c'était une zone sensible qui a été délogée plus d'une fois par les forces de l'ordre avec une intervention que vous avez dû voir à la télé, avec plus de 600 forces de l'ordre, dont une centaine de GIGN, qui sont intervenus sur tout le long de la Save Express jusqu'à l'aéroport international de la Tantouta, qui permet l'arrivée qui donne l'interface avec l'extérieur, quoi. Ça, c'est avant l'arrivée de M. Macron ou après? L'intervention, elle s'est faite juste avant. Il fallait dégager un peu pour qu'il puisse passer. D'accord. Et donc, il y avait plus de 86 barrages sur l'axe principal qu'on appelle ici la RT1, la route territoriale numéro 1. Et on l'appelle aussi en d'autres termes l'autoroute ou la Save Express. Et sur celle-ci, elle dessert jusqu'à Tantouta, là-haut, l'aéroport international de la Nouvelle-Calédonie. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Maintenant, vous avez parlé de 3 morts. Ce sont des morts parmi les 7 recensés? Oui, tout à fait. Ce sont les 7. Ils sont dans les 7 morts officiels recensés aujourd'hui. Et ça, c'était les trois premiers qui ont été abattus lors du démarrage de la révolte de la jeunesse. Et eux, ils ont été abattus en marchant, tout simplement, en étant en dehors, et par des milices qui se baladaient, qui rôdaient tout simplement, et qui faisaient usage de leurs armes personnelles pour faire justice eux-mêmes, quoi. Et sur les réseaux sociaux, on entend que les Kanaks massacrent les policiers ou les gendarmes. Qu'est-ce qu'il en est? Après ce qui s'est passé, il faut savoir qu'il y a eu deux gendarmes qui sont morts aussi dans les 7 victimes comptabilisées. Du côté de la coulée, en fait, il y a un qui est mort accidentellement, un gendarme qui est mort accidentellement, et l'autre qui a pris
une balle. Et là, apparemment, c'est dû à leurs interactions avec les personnes qui étaient du côté de la coulée. Donc voilà, ça c'est les données qui ont été données par le OCER. Et aujourd'hui, dans les vidéos que vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux, parce que maintenant tout tourne sur les réseaux sociaux, on les voit, les forces de l'ordre, quand ils viennent sur les barrages, il y a des échanges musclés avec les jeunes qui sont sur les barrages. On les voit avec des jets de cailloux ou des petits, ce qu'on appelle ici des pipiches, des lance-pierres. Ils sont avec leurs petits lance-pierres et en face, vous avez l'armée, vous avez les forces de l'ordre armées avec leurs armes, avec leurs bombes, comment on appelle ça, assourdissantes, qui tirent pour désencercler les militants, les jeunes. Et c'est vrai que nous, pour avoir vécu là, dans les dernières 24 heures, la levée de tous les barrages sur Rivière-Salée, la zone rouge, comme il a annoncé hier monsieur le Haussaire, je peux vous dire que c'est traumatisant. Hein. Et là, je parle pour une grande personne, une personne adulte, mais n'en parlons pas pour les enfants, quoi. Tous les abords de Rivière-Salée. Hier, on a eu un hélicoptère avec un sniper dedans, prêt à tirer. On le voyait, hein, parce qu'il volait très bas. Les images, elles sont là. Et moi, j'habite une tour où je vois presque tout Rivière-Salée. Tout le quartier, même les barrages, et c'est impressionnant, non seulement en vue, mais surtout en écoutant avec tous les bruits assourdissants des bombes de désencerclement qui sont envoyées, etc. C'est choquant, quoi. Hein. Je pense qu'hier, on a vécu une des journées du côté du secteur Rivière-Salée qui va marquer, je pense, tous les enfants avec la violence d'intervention des forces de l'ordre. Et hier, le Haussaire de la République, il a annoncé que ça a été repris en main, tout est en sécurité du côté de la zone Rivière-Salée, qui depuis plus de 15 jours, c'est une zone où ce qu'ils appellent de non-droit, quoi. Justement, Monico, alors là, j'ai un communiqué de presse venant du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, qui date d'aujourd'hui. Et donc, il s'agit du point de situation, donc trouble à l'ordre public en Nouvelle-Calédonie du 31 mai 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, il précise que le bilan des personnes décédées s'élève à 7 morts, dont 2 gendarmes. Alors, 153 policiers, gendarmes ont été blessés, disent-ils. Au total, 666 individus ont été interpellés et arrêtés. Est-ce que tu peux... enfin, voilà le communiqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, effectivement, c'est des chiffres qui augmentent jour après jour sur la partie des jeunes qui sont arrêtés. On voit le bilan à chaque fois s'alourdir sur les jeunes qui sont arrêtés de part et d'autre. Hein. Quand ils font leurs interventions musclées, après ils arrêtent les jeunes qui sont aux abords des barrages. Parce ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand ils viennent et ils délogent un barrage, les jeunes le remettent après. Vous voyez, il y a ce jeu-là qui est fait là depuis un bon bout de temps, sauf quand les forces de l'ordre restent sur place. Sauf quand ils restent en permanence, c'est-à-dire ils dorment, ils se relaient en H24, etc. pour être en présentiel tout le temps. Mais autrement, quand ils repartent, les jeunes remettent le couvert, on va dire ça comme ça. Et ces jeunes-là, pardon Monico, oui. Ces jeunes-là sont seuls, ils sont encadrés, ils sont dans un mouvement. Vous faites partie du mouvement nationaliste, indépendantiste, souverainiste. Oui, le MNIS. Et oui, le MNIS, le MNIS, en fait, si vous voulez, officiellement, on n'est pas dans la CCAT, mais on soutient le mouvement
grogne du pays qui s'est exprimé déjà depuis. On est là pour le renouvellement de la vision politique. On est cette nouvelle vision ou de la nouvelle génération d'indépendantistes nationalistes souverainistes, où on revendique notre héritage qui a été créé dans justement tous ces événements des années 80 et qui s'est scellé par la paix. Donc une paix qui s'est scellée dans le sang. Et nous, on est ces enfants-là, on est la génération d'après, et on dit ça, c'est notre héritage, et on a pour objectif d'en faire un projet de souveraineté décoloniale où on a une vision sur la société de demain, une vision d'une société beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste et solidaire, où on assume notre histoire par la culture kanak. On en fait de cette culture un moteur, un vivre ensemble, un lien, où on assume l'histoire de la colonisation française. Jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est pas le cas. L'histoire de ce pays, on a l'impression qu'à chaque fois on invisibilise tout ce pan historique, et d'ailleurs ça se ressent dans les programmes éducatifs. Même si on a un programme projet éducatif adapté depuis 2016, on voit aujourd'hui les répercussions, c'est une catastrophe. Le bilan, il est catastrophique sur la partie enseignement. Ça fait partie des compétences qui ont été transférées au territoire. On a une très grande autonomie via les accords de Nouméa. C'est un accord de transfert des compétences de la part de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Et donc la compétence enseignement, c'est une compétence calédonienne. Surtout pour le premier degré, elle est à 100% calédonienne. Sur le second degré, c'est encore une compétence partagée avec l'État. Mais on a des programmes adaptés. Aujourd'hui, quand on mesure les indicateurs sur le taux d'insertion des jeunes, sur le taux de réussite, ne serait-ce que de bacheliers, de tous ces taux-là, aujourd'hui, on voit à chaque fois une disparité parce que les données, elles sont ethnisées ici encore. Et donc, on voit que sur les 50% de réussite du public non kanak, on a 50% c'est des non kanaks et 8% sont des kanaks. Et idem sur les cadres. Les cadres, on est à peine à 2,5% de cadres kanaks. Et tout ça pour dire, même s'il y a eu des dispositifs cadres à venir à politique discriminante positive, pour nous encourager, enfin en tout cas la partie locale, la part du kanak reste très très faible. Et aujourd'hui, les jeunes s'en retrouvent dans ces barrages, dans tous ces points de barrages filtrants. C'est des jeunes qui ont été déscolarisés, qui sont sortis de l'école, des classes, du bahut. Et la grogne, elle est là depuis, elle monte. Et donc voilà, nous, on lit avec cette lecture-là aussi, sociétale. Oui. Les inégalités de répartition entre de la richesse en Nouvelle-Calédonie, elles sont criantes. On avoisine avec l'indice de Gini les pays du tiers-monde. On est à un indice de Gini de 0,42 sur une échelle de 0 à 1. Contrairement contre la métropole qui est à 0,29. Alors oui, qu'on a Monico, on est dans des situations très similaires dans les autres colonies de la France, on comprend. Tout à fait, exactement. Donc, mais il y a une question pour vous. Vous permettez? Oui, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. La question est la suivante. Ce qu'on aimerait savoir, c'est puisque vous avez une certaine autonomie, vous dites, quelle est l'importance, la compétence que vous avez au regard des ressources naturelles? Est-ce que l'autonomie est uniquement administrative? Est-ce qu'elle est véritablement totale, ou est-ce que vous avez la compétence d'utiliser par vous-même les ressources naturelles? Est-ce que c'est le cas? Les ressources naturelles, vous entendez quoi par là, la partie l'exploitation l'exploitation du sous-sol et l'exploitation de la biodiversité, par exemple, à la fois terrestre et marine. Oui, tout à fait. Ça, c'est des compétences qui sont la compétence auquel la compétence environnement et ressources. Ça, elle appartient au pays. Il y a un préalable qu'on appelle le préalable minier qui a été signé, qui cadrait quelque part l'accord de Nouméa en 97. Mais quand vous dites ça appartient au pays, quel pays? Le pays la Nouvelle-Calédonie. Kanaki ou encore les autres?
La Nouvelle-Calédonie, hein. Aujourd'hui, je ne savais pas qu'elle existait. Pour moi, c'est la Kanaki. Bon, mais oui, tout à fait. Voilà. Non, donc, mais on s'entend. La Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, le pays qui a signé, enfin là où on est encore aujourd'hui sous la tutelle française, on a un accord qui est l'accord de Nouméa, c'est l'accord cadre, et il y a un préalable minier à cela qui a été négocié à l'époque. Et dans ce préalable minier, la compétence, elle appartient à ce qu'on appelle ici les provinces. La province, il y a la province nord, la province sud, la province des îles. Les deux provinces indépendantistes, c'est la province nord et la province des îles Loyauté. Et la province sud, c'est une province loyaliste. Mais on a compris que le nord de la Kanaki, c'est la région la plus pauvre. Quelles sont les retombées pour vous, pour vos populations, de ces ressources exploitées? Donc vous dites que vous êtes bien en Calédonie, vous n'êtes pas en Kanaki, c'est ce qu'on comprend. Oui, nous on dit le pays de demain, d'aujourd'hui qu'on construit pour nos enfants, c'est la Kanaki. C'est un pays indépendant, c'est un pays souverain, décolonisé. Non, ça c'est votre projet. Ça c'est votre projet, Monico, ça c'est votre projet. Maintenant, concrètement. Mais dans le cadre actuel, on est dans une Nouvelle-Calédonie très inégalitaire où les retombées économiques, elles ne reviennent pas au pays. Comme tout à l'heure, je vous parlais du PIB qui est de plus de 1000 milliards de francs CFP par an. Pour 270 000, on est 273 000 habitants au dernier recensement de l'INSEE. Vous voyez très bien que avec un indice de 0,42, on n'a pas de retombée qui est équitablement redistribuée au niveau de la richesse pour tout le pays. Les écarts sont beaucoup trop importants. Là, on est dans la zone du sud où il y a plus de 70% de la population qui est concentrée. Hein. C'est là où il y a la croissance, où ça s'est plus développé d'ailleurs. On a de l'exode de la part des autres provinces nord et îles vers le sud pour cela. Et c'est ce que nous disons, nous, dans le bilan, c'est que cette croissance, elle a profité à mettre en exergue justement ces inégalités, en faisant profiter plus de manière territoriale une partie de notre pays au détriment des autres. Et ça se ressent sur les implications, les conséquences que ça a derrière. De premier abord, c'est l'exode rural, mais de deux, derrière, il y a le fait que ces personnes qui sont à l'exécutif assument quelque part cette politique-là. Quand vous revenez dans un zoom beaucoup plus focalisé sur la partie Nouméa, Grand Nouméa, là où il y a les révoltes aujourd'hui, là où les barrages, là où ça a brûlé, quand vous analysez avec un œil social et économique, vous voyez très bien que c'est l'économie qui a été prise d'assaut par ces jeunes. Ils ont brûlé pour la plupart je ne sais combien de grands commerces, de grandes surfaces, etc. Ils se sont attaqués à l'économie et au poumon du COS. C'est le poumon de la Nouvelle-Calédonie, la zone industrielle et artisanale où on a toute une partie des entreprises, etc. Monico, est-ce que vous êtes vous êtes une tendance, un mouvement indépendant? Vous êtes. Ouais. Est-ce que vous avez des liens avec le FLNKS? Oui, c'est des partis grands frères, on les appelle comme ça. Le FLN, nous, on est les enfants issus de la mouvance indépendantiste. Nos pères, nos grands-pères sont dans les mouvements Union calédonienne. C'est des mouvements historiques. Et nous, on est leurs enfants. On est aujourd'hui cette génération où aujourd'hui, quelque part, on se retrouve pas dans la vision, dans le portage du projet et en répondant justement à cette jeunesse qui s'est mobilisée massivement au premier référendum en 2018, il faut dire. On s'est créé à partir de là, suite à la mobilisation massive de tous les jeunes de ces quartiers du pays qui sont allés voter pour un oui, alors qu'ils n'ont pas vécu les événements. On fait partie de la même génération.
Et pour autant, ils veulent cette indépendance. Donc on l'a traduit, à l'époque on était sur Paris, des étudiants, on était en fin d'études, des ingénieurs, voilà, des travailleurs, etc. Et de l'autre côté du récif, on a eu cet écho, cette analyse de dire que malgré toutes ces années, malgré le processus de décolonisation et d'autodétermination mis en place par l'accord d'émancipation qu'est l'accord de Nouméa, aujourd'hui, ces jeunes-là, ils votent toujours oui. Ça veut dire que les mêmes effets produisent toujours les mêmes conséquences dans notre pays. Et malgré cela, avec leur bulletin de oui, même s'ils sont en échec scolaire, même s'ils ne sont pas écoutés, même s'ils sont stigmatisés, marginalisés dans ce pays, ils sont partis mettre un bulletin de oui parce qu'ils veulent une société de demain plus juste. Et c'est comme ça qu'on s'est créé en partie. Et on est venu pour 2019 pour les provinciales, les dernières de l'accord de Nouméa. Et c'est celle qui fait tout l'objet des discussions aujourd'hui au niveau du corps électoral. Le gel du corps électoral, c'est pour justement le vote pour les provinciales. Et les provinciales vont donner les élus qui vont siéger dans les assemblées des 3 provinces que je vous ai dit en amont et qui, eux, vont émaner le congrès, le parlementaire, le parlement de la Nouvelle-Calédonie et qui va émaner sur l'exécutif qui est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Monico, j'ai envie de comprendre. Oui, j'ai envie de comprendre comment vous fonctionnez avec le FLNKS, parce que vous parlez il n'y a pas de scission, c'est pas très clair, c'est quoi? Vous allez aux élections groupées, séparées? Oui, tout à fait. Groupé. Oui. En fait, si vous voulez, quand le FLNKS, comme je le disais, c'est l'outil, c'est le front de libération nationaliste kanak et socialiste. C'est l'outil qui a été mis à l'époque depuis 84 et dans son président, M. Jean-Marie Tjibaou. Oui, on connaît, on sait. Qui ont signé tous les accords tous les accords de paix. Et aujourd'hui, nous, après les 2019, il y a eu c'est ce qu'on appelle ici les conventions, les alliances, etc. Monico, on connaît. Ce qui nous intéresse là, c'est de comprendre la situation sur le terrain. Je vous laisse, je laisse mes collègues vous poser des questions. Allez-y. D'accord, super. Donc on a bien compris la situation. En réalité, il va falloir nous dire, puisqu'on est très loin, on est là en soutien. Est-ce que vous allez la main dans la main avec le FLNKS historique, ou est-ce que vous allez de façon dispersée, ou est-ce que vous partagez le même programme d'avenir? Est-ce que c'est cela? Et j'avais une autre question, c'est que quand vous dites que vous avez une certaine autonomie au niveau des provinces, est-ce que vous avez la capacité de décider au niveau économique, au niveau des ressources, en termes de valorisation, en termes économiques? Et ça, c'est très intéressant. Et j'ai encore une troisième question, c'est que je sais, puisque je suis universitaire, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Kanaks à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Pourtant, il y en a qui sont formés, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, enfin en Kanaki, excusez-moi de faire ce genre et qui sont formés aussi en France hexagonale. Donc, est-ce que vous avez une idée? Parce que ça, c'est très important. Parce que si les élites ne sont pas au travail, ça pose problème. Si les ressources dans les provinces autonomes ne profitent pas au développement socio-économique des populations de ces zones, de cette partie de la Kanaki, ça pose problème. Donc, à mon avis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout cela? Est-ce que c'est juste une compétence administrative? Parce que dans votre discours, on a l'impression que vous êtes très, très modéré. Vous prenez beaucoup de gants, alors que c'est en déphasage avec ce que nous voyons sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire tout cela? Oui, l'histoire sur les compétences locales, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, les cadres à venir, où d'ailleurs les premiers cadres du pays ont été formés. Donc toutes ces vagues-là de cadres, ils sont présents, on les appelle les cadres locaux. Moi, je vous parlais des cadres Kanak dedans. C'était cette partie-là où je disais qu'on n'est pas assez représenté.
la partie et pourtant il y a ces dispositifs-là au niveau du pays qui existent. En découle derrière l'emploi local aussi, facilement contournable ici par des moyens juridiques pour, à compétence égale, mettre des personnes qui ne sont pas kanak ou ni locales. Et donc, les postes sont pris par des personnes venant de la métropole, tout simplement. Vous parlez tout à l'heure de la compétence économique. Je disais, en fait, c'est une compétence qui est dévolue à la Nouvelle-Calédonie par exécutif. L'exécutif de la province Nord, l'exécutif de la province Sud et celle de la province des îles. Et quand je vous parlais du développement aujourd'hui qui a plus favorisé les inégalités, c'est un choix de l'exécutif. Par exemple, pour Madame Sonia Baquès, qui est, elle, à la tête de l'exécutif de la province Sud, elle a favorisé plus les quartiers Sud, parce que tout à l'heure, je vous parlais des quartiers Nord de Nouméa, là où elle a fermé son micro. Inégalités. Et par contre, dans le Sud, Manuela, là, c'est là où... vous m'entendez? Non, Monico, les détails comme cela, on les connaît puisqu'on suit l'histoire de la Kanaki depuis longtemps. Vous analysez en fusionnant les réalités coloniales et les réalités kanak. Nous, ce qui nous intéresse, puisque vous parlez de votre volonté de vous émanciper et d'être représentés, etc. Les jeunes qui se battent là, ils sont au chômage, on suppose. Et vous, quand vous allez vous former, est-ce que vous trouvez à vous réemployer, même si, bon, on comprend tout ça, mais la question c'est, politiquement, quel est votre positionnement? On ne la saisit pas bien ou le saisit pas bien. Ah, d'accord. Ok, c'est plus sur ce volet-là. Le projet que nous portons, plus pour la Kanaki, c'est ça que vous voulez savoir. Je vous disais, on est sur une position d'une souveraineté économique. Une souveraineté économique aujourd'hui, vous l'avez dit, vous l'avez bien analysé. Vous savez qu'on est dans le cadre d'une colonisation. On a encore les stigmates, comme ça a été dit et rappelé. Et nous, demain, c'est pour ça qu'on veut ce levier de la souveraineté. Tout à l'heure, vous parlez du FLNKS. On n'est pas contre le FLNKS. On émane de cela, mais avec une vision où on vient assumer encore plus cette histoire de la colonisation. Oui, je vais lui passer quand on dit cela, on assume le mot kanak. C'est bien. On assume le mot kanak, on en fait un lien, on en parle de nationalisme kanak inclusif. On est sur cette partie-là où on dit c'est cela le vivre ensemble de demain. Il faut qu'on assume notre culture au centre. Et qu'on décolonise comme ça le paradigme. Monico, on a une autre question pour vous. Oui. Vas-y. Oui, j'aimerais savoir si, juridiquement, comment ils sont encadrés et représentés, ces jeunes-là? Les jeunes qui sont sur les barrages. Sur les barrages. Oui, sur les barrages, ceux qui ont disparu, que les familles n'ont pas de nouvelles, ceux qui ont été tués. Est-ce que juridiquement, vous avez quelque chose en place qui permet justement de faire la lumière sur tout ça? Puisqu'il s'agit bien d'assassinat. Oui, justement, je pense que c'est tout l'objet des appels au soutien qu'on fait, que ça soit la CCAT, la cellule de coordination d'action de terrain. Il faut le rappeler, c'est une cellule qui s'est mise en place depuis plus de 6 mois déjà, qui émane du FLNKS et surtout des groupes de la mouvance indépendantiste, et qui aujourd'hui, qui depuis ont lancé des mots d'ordre pour se mobiliser pacifiquement. Si vous regardez bien l'actu, depuis il y a des grandes mobilisations à l'échelle du pays, donc ça crée cette mobilisation du peuple. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est pour dire qu'on a besoin aussi d'un œil de l'extérieur, de la diplomatie, de l'international pour avoir un œil de ce qui se passe ici, et surtout aussi de nos confrères ultramarins. C'est tout l'enjeu de tout cela. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de sortir des discours très convenus? Parce qu'on n'est pas là pour ça. Je suis désolée, je ne veux pas vous choquer, mais nous, on a besoin de bien comprendre les enjeux aussi pour la jeunesse. Donc, si vous permettez, on va laisser la parole à Gwen maintenant.
Mouneko, Oui, il n'y a pas de souci. est-ce que tu Au m'entends? contraire. Tu m'entends bien? Mouneko? Oui. Ah, tu m'entends. Ok, super. Oui. Le but... Tout ça, ils sont connectés. Hein. Tu m'entends alors? Oui, je vous entends très bien. Ok. Je t'entends très bien. Je voulais juste en fait rappeler une chose. Le but aujourd'hui de pouvoir t'inviter à pouvoir parler à l'émission de Juliette, c'était que tu mettes en avant aussi la situation qui a mené aujourd'hui à la révolte des des jeunes Kanaks. Et en fait, c'est ça qui intéresse les Martiniquais. Parce qu'ils n'ont pas forcément la vision de ce que nous, on a toutes les deux. Alors, c'est bien que tu aies précisé pour Cadre Avenir, parce qu'on fait tous les deux partie de Cadre Avenir. Moi, je peux le citer sans état d'âme que je suis l'une des 3 DRH qui est en 2024 en Nouvelle-Calédonie. Mais je pense que c'est le fond du problème, là, que les Martiniquais ont besoin de savoir, parce qu'ils ont encore l'impression, enfin, je pense, après, avec le recul que j'ai, parce que je suis là depuis un moment un peu, même si 2 ans c'est pas beaucoup, il y a la méconnaissance en fait de la Kanaki qui fait qu'ils ont l'impression que c'est comme ici. Il faut dire clairement qu'en Kanaki, on a un plafond de verre qui n'existe pas, qu'on est des cadres Kanak qui n'arrivent même pas à trouver du travail parce que les gens qui viennent de métropole prennent les places. On n'est pas raciste, on n'est pas contre les autres communautés, mais je suis chez moi, je veux trouver mon travail. Et c'était ça le but en fait, notamment de l'intervention, c'était de dire la réalité du terrain. C'était de montrer pourquoi il y a eu la grogne. Voilà, d'être terre à terre. C'était ça que je voulais que tu leur montres. Merci, tu as fini? Oui, tout à fait. Attends, il y a encore une... Oui, alors... Mariam a une remarque. Oui, moi j'ai une remarque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les pays africains qui sont indépendants, d'accord? Ils ont eu leur indépendance dans les années 60. Et qu'on regarde comment, malgré cette indépendance, comment les choses se sont passées. Parce que, justement, on n'a pas mis en place les leviers stratégiques de performance économique à la souveraineté. C'est-à-dire que aujourd'hui, on constate que négocier l'indépendance, ce n'est pas tout. Il s'agit d'obtenir sa souveraineté monétaire, sa souveraineté économique, sa souveraineté politique, culturelle, la souveraineté totale. Donc, moi, en tant que membre de Noula, nous réfléchissons sur un projet, par exemple, qui est associé au drapeau. Il est hors de question que le projet qu'on mette en place ait des zones d'ombre en matière de souveraineté. Donc, la question que moi, j'aimerais poser, c'est justement, quelle est, à mon avis, il y a eu dans les accords qui ont été négociés entre Nouméa et Matignon, un peu, je vais dire, je veux pas vous offenser, mais un peu peut-être de trop de confiance. Un peu trop de compromis. Et aujourd'hui, est-ce que c'est bien de cela que ces jeunes-là ont conscience aujourd'hui? Et est-ce que ce ne serait pas plutôt cela qui ferait qu'il y en a marre? Il y en a marre de se faire couillonner et de tellement... C'est ce qu'ils disent, hein? Voilà, et comme un peu les Africains certains pays africains qui étaient dans la colonie française, eh bien, ils ont bien constaté aujourd'hui que cette indépendance-là est une indépendance illusoire, en fait. Alors, on va passer la parole à... Oui, je voudrais dire qu'il n'y a pas de souveraineté partielle, comme ça a été dit, et encore, il n'y a pas de souveraineté qui soit associée à des décisions de ceux dont le but, c'est de coloniser. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc un programme doit être indépendant de tout cela. Même s'il y a des négociations, parce qu'effectivement, comme le peuple kanak est un peuple sage, comme on dit. Mais bon, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on n'a pas entendu dans ce programme, puisqu'il y a déjà une autonomie de province, c'est ce que j'ai entendu et que c'est par les informations qui nous reviennent ici. Parce que c'est important, un pays qui n'a pas une même mise sur son écologie, c'est un pays qui n'existe pas.
C'est ressources. C'est ça, ce que je dis, c'est ressources. Et ça, le fonctionnement de son écologie, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une autonomie purement administrative. Et c'est gênant. C'est pire que d'être associé. Hein. C'est pire. Au moins, être associé, ça donne le levier d'être opposant. Mais c'est une illusion d'autonomie. Voilà, mais dans le programme, parce que ce qui m'intéresse, c'est le programme futur, parce que je sais très bien, j'ai posé la question tout à l'heure concernant les Kanaks qui sont à l'université de Nouvelle-Calédonie, mais il se trouve que moi, je suis universitaire et que nous sommes en contact avec les collègues de Calédonie et on sait qu'il n'y a pas plus de 2 Kanaks, notamment un seul en géologie. Donc voilà, on sait cela. La question, c'est est-ce que vous avez à nous donner des informations sur, effectivement, dans votre programme, la façon dont vous allez gérer vos ressources, à la fois terrestres et maritimes, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est une zone où il y a beaucoup de ressources. Et je rappelle à tout le monde et à vous-même, si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous avez une île dont le taux d'endémisme végétal est très élevé. Très élevé, énorme. Donc, je sais aussi, puisque j'ai des collègues qui travaillent de l'IRD sur les plantes médicinales de Nouvelle-Calédonie, c'est une richesse fondamentale. Donc, ce qu'on aimerait entendre, c'est dans ce programme-là, parce que ça, c'est aussi une base de développement économique. Dans ce programme-là, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant la partie écologie de ce programme? Alors, Mouniko, on va vous laisser encore 5 bonnes minutes, mais ce qui est intéressant dans les explications que nous attendons, c'est quelle est la force de l'opposition? Quelle est son unité? Quelles sont ses chances d'imposer au Caldoche et à la Calédonie coloniale, ce rapport de force, puisque on sait que démographiquement, vous êtes déjà minoritaire et on a l'impression que vous êtes dans des stratégies. Bien sûr, oui, on est gentil, mais vous savez que être gentil et doux, ça fait partie de la domination. Ça fait partie de tout un système qui a été mis en place depuis des siècles et qui donne l'impression que c'est un caractère national, mais ça peut être justement une manifestation de la domination. Quels sont, puisque vous dites que vous n'êtes pas opposé au FLNKS, mais ce sont des mouvements qui, je ne dis pas qui freinent, mais qui sont très modérés. Et en face de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, à quoi ça sert d'être modéré? Et vous-même, qui avez créé une branche à part du FLNKS, oui, c'est un mouvement. Pourquoi alors, si vous n'êtes pas plus offensif que cela? Alors ça, c'est une question majeure. Déjà, d'une, parce qu'on ne se reconnaît pas dedans le FLNKS, et surtout, comme je vous disais, on a cette vision de la souveraineté décoloniale où on assume notre histoire, on assume d'être kanak, on assume l'offre du nationalisme kanak inclusif. Et pour arriver sur la partie de l'opposition aujourd'hui, effectivement, en face, il y a ce discours néocolonialiste, extrémiste de droite qui est raciste et qui ne se cache plus, qui s'assume totalement. Et d'ailleurs, qu'on dénonce parce que ça crée, ça engendre tous ces milices qui sont là et donc ça crée ce que nous avons aujourd'hui. On a des morts, ce sont nos enfants et donc pour cela, encore plus, on est déterminé à porter cette voie-là. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur la souveraineté économique, tout à l'heure, j'entendais le monsieur, enfin, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, qui parlait du taux d'endémicité de la Nouvelle-Calédonie. Oui, on est à plus de 85% de taux d'endémicité. Donc, on a cette biodiversité très forte en Nouvelle-Calédonie qui fait que c'est sur ces points forts, justement, qu'on veut construire la société de demain. Cette Kanaki qui est là, qui nous crie dessus, qui assourdissamment, mais elle est là, présente. Et nous, on est sur cette souveraineté économique où on veut sortir de cette économie de comptoir qu'on a hérité de la colonisation par rapport à la gestion, par exemple, des entreprises avec la défiscalisation pour mieux contrôler. C'est l'IRD ce que nous qui gère disons. tout. Voilà.
ils ont mis en place tous ces éléments et qu'ils ont tous favorisé les inégalités, comme vous disiez tout à l'heure. Et aujourd'hui, on veut reprendre le contrôle et maîtriser notre propre système de contrôle. Moneiko, on n'apprend pas beaucoup plus par rapport à ce que vous nous avez déjà dit au début de votre intervention. Je laisse encore Monsieur Joseph vous poser une question et nous allons devoir nous arrêter parce que nous avons à continuer sur le plateau notre discussion. Il n'y a pas de souci. J'avais demandé l'aspect écologique dans la future gestion autonome de cette île. Mais concernant la biodiversité, que je sais qui est très importante et que vous l'avez précisé, que l'endémisme est important, actuellement, quel est l'organisme qui gère ça pour vous? Est-ce qu'il y a un programme de formation des jeunes au regard de cette biodiversité? J'ai connu anciennement un Kanak qui il est déjà parti à la retraite, qui était à l'IRD, spécialiste effectivement des plantes médicinales. Mais à l'IRD, oui, mais il n'est plus là. Il est plus là. Mais la question que je viens de vous poser, il faut quand même. C'est très bien, c'est très bien. Vous voyez, vous êtes en train de décrire doucement que vous avez une autonomie administrative. Ça, on vous l'impose. Mais dans notre programme futur, quels sont les éléments, les les stratégies que vous mettez en place pour cette biodiversité qui est reconnue au niveau mondial comme très intéressante pour le développement? Et d'autant que vous faites partie des pays à décoloniser. C'est ça, oui. Donc vous avez un pouvoir à utiliser. Je ne parle même pas de tout ce qui est au niveau marin, où il y a beaucoup de choses aussi. Beaucoup de ressources, etc. Et halieutiques. Et ce serait pas mal que, alors si vous ne l'avez pas dans votre programme, il faut le mettre quand même, parce que ça c'est très important. C'est-à-dire comment vous allez utiliser ces ressources pour justement asseoir une économie qui soit durable. C'est ça la problématique. Mais qui vous appartiennent aussi. Voilà. Vous répétez beaucoup que vous êtes fiers, vous voulez développer votre Kanaki, mais si à côté vous avez des gens militairement décidés à ne pas vous laisser occuper votre pays tranquillement, ça sert à quoi ce discours-là de dire qu'on veut? Il faut qu'on comprenne, nous, enfin c'est ce qui nous intéresse, parce que beaucoup de nos problèmes, on ne peut pas faire de comparaison brute, mais beaucoup de nos problèmes se ressemblent parce que nous avons le même colonisateur et les méthodes qui sont employées sont les mêmes. Nous non plus, revenant au pays, nous n'avons pas de travail. En plus des mesquineries que nous faisons les uns les autres, eh bien, nous n'avons pas de travail. Et tous les cadres, tous les métiers de prestige, tout ce qui permet à la France de répertorier les richesses locales, halieutiques, végétales, écologiques, tout ce que vous voulez, sont entre les mains de Français qui sont entre eux, qui fonctionnent en circuit fermé, et nous ne savons rien de ce qu'ils ressentent sur le terrain. Donc, on n'est pas dans une situation différente de la vôtre. Maintenant, vous, en termes de partis politiques ou de mouvements, qu'est-ce que vous décidez, puisque vous avez vu que ça veut dire que les jeunes qui sont en train de se faire tuer parce qu'ils posent des barrages, ça veut dire qu'on va continuer à les tuer parce qu'en face, il n'y a pas une opposition qui gère ou qui demande justement d'arrêter les frais et qui demande aux partis de venir se mettre à table pour discuter de la gravité de ce problème. Donc les jeunes sont encore un peu chair à canon, même si nous déplorons leur mort, mais la situation après qu'elle sera, parce que grâce à l'armée française, la situation sera calmée de force, mais les jeunes, ils deviennent quoi? 600 jeunes déjà enfermés, vous faites... Voilà. Donc les situations sont celles-là, celles du terrain, comment l'opposition ou les partis en place qui sont là pour protéger notamment les accords de Nouméa, comment ils s'y prennent. Et on ne sent pas, peut-être que vous n'avez pas donné des éléments parce que bon, je comprends qu'on pratique je comprends qu'on pratique la langue de bois, la violence coloniale, elle est violente, justement. Donc, oui, mais en même temps, c'était là une occasion de nous dire comment, sur le terrain, vos jeunes qui sont tués ne continueront plus à l'être et que sortis de la crise, ils auront une place dans leur société. Et j'ai l'impression que les places qui leur sont préparées sont dans les prisons. Absolument. C'est ça. Ou à la morgue. Et ce que je voulais dire, c'est que si précisément il y a les politiques aujourd'hui qui
qui sont dans les instances, il faut le rappeler, ils sont comment on les appelle, les partenaires politiques de l'accord de Nouméa. C'est ceux qui ont signé tous ces accords jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui. Et Monsieur Macron, il est arrivé la dernière fois pour quelque part rappeler qu'il faut se mettre autour de la table, etc., en vue de ressortir par le haut, par le dialogue de cette impasse aujourd'hui politique, institutionnelle, qu'il a quelque part créée, ça il faut le rappeler. Non, après, et aujourd'hui, nos voies, là on est là sur les voies de sortie. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il faut renouer un pacte quelque part avec la population qui se sent aujourd'hui non seulement délaissée par les pouvoirs publics à l'échelon local, mais en plus de ça, qu'ils ont une perte de confiance. On a une classe politique actuelle, on va dire ça comme ça, qui est quelque part désavouée. S'ils n'ont pas réussi dans les institutions, c'est que quelque part, c'est pour ça que le terrain s'exprime aujourd'hui. Monico, si cette classe politique passe son temps à signer des accords... Monico, si cette classe politique passe son temps à signer des accords administratifs, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas désavouée. Maintenant, Monico, les 5 minutes que je vous ai données, je suis vraiment désolée, sont passées. On va écouter maintenant Gwen nous dire un peu sa vision. Et alors... Ma vision des choses. Votre vision des choses, mais je comprends elle est plus brute que Monico. En même temps, moi, je suis pas du tout dans la politique. Moi, je suis sur ma vie de tous les jours, comment ça se passe. Donc, forcément, j'aurais pas les mêmes ressentis que Monico. Moi, ce que je voulais exprimer sur le plateau, c'est que on en a marre parce qu'on est des Kanaks, que chez nous, on n'arrive pas à avoir du travail. Et qu'à chaque fois, on essaye d'excuser parce que forcément, on est dans le vivre ensemble. Encore une fois, je suis pas raciste. Les communautés qu'on a accueillies, je suis d'accord, oui, parce que de toute façon, le peuple kanak a toujours été un peuple accueillant, mais c'est pas pour autant qu'on doit se faire écraser à longueur de temps. Et je pense qu'aujourd'hui... Accueillant, vous aviez la possibilité de dire, je ne veux pas de ces gens-là. Exactement. La France... Oui, un peu. La France, on les a imposés. On les a imposés, on nous a mis dans des réserves et on a... Quand on a la maîtrise. C'est ça. C'est ça, c'est exactement. C'est imposé. C'est de l'imposition, oui, je suis d'accord maintenant, parce que forcément, ces communautés-là sont arrivées sur le pays, on a été obligés de faire avec. Maintenant, on est en 2024, je pense qu'il faut arrêter de dormir. Voilà, moi je suis kanak, je veux qu'on arrête de dormir, qu'on arrête d'être gentil, de toujours être entre le FLNKS ou qui ceci, qui cela. En fait, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain comment les enfants ils vont pouvoir avoir leur métier. Là, on parlait de l'IRD. Encore une fois, c'est la France qui gère toutes nos ressources et on ne sait même pas ce qui se passe après, parce que forcément, tous les ingénieurs qui viennent, ce sont des Français. Entre eux, oui. Entre autres en plus. Et donc, pendant 30 ans, on n'a pas eu du tout de politique, notamment pour les jeunes, pour la formation. Je fais partie de Cadre Avenir, de 404. Ça fait 30 ans que ça existe. 30 ans. On est en 2024 et je fais partie des 3 DRH. Donc alors là, j'ai envie de dire, ça a été de la fumée gros comme ça. Et vous êtes quadragénaire. Et vous exactement. Êtes déjà quadragénaire. Exactement. On parle de l'Université de Nouvelle-Calédonie. J'ai pas honte de le dire, on n'a pratiquement pas de Kanak. De représentants. Dans les écoles, forcément, les enfants se retrouvent en face de professeurs qui sont pas Kanak. Alors, comment on veut faire évoluer des Kanaks quand en face de nous, on n'a que des Français qui sont là à bassiner à longueur de temps qu'on n'est pas bon, que ceci, que cela, qu'on nous mette en échec scolaire, etc. Donc là, il faut arrêter d'être gentil. Je pense qu'il faut avoir un discours où je suis totalement d'accord, quand on commence à parler de la souveraineté, qu'on réfléchisse déjà maintenant, parce qu'on a perdu 30 ans de notre vie, là, à palabrer, à signer 50 000 accords pour rien du tout, parce qu'on est toujours au même modèle. On est toujours en minorité, et encore plus. Et c'est le principe de la dilution. C'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on vous avez 30 ans. Ça donne du temps aux dominants. Voilà, aux dominants de conforter la population et vous trouvez actuellement minoritaire. Et d'assurer le processus d'assimilation. Absolument. Parce qu'avec l'école, on voit que c'est à l'œuvre. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsque on a des gens dont on limite, on va dire, les connaissances, les compétences, mais c'est la garantie, en fait, de maintenir ces institutions pour soi. Et la solution, justement, de prendre un pays, d'avoir son pays, c'est d'avoir des institutions qui sont
créé par soi-même et où il y a réel le projet. peuple réellement qui y est et qui gouverne ces institutions. Un projet politique. Oui, monsieur. je vais vous rassurer, on est à quelques variantes près, on est dans la même situation. Dans la même situation. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a plus, par l'énergie des anciens, etc., il y a plus de, peut-être en pourcentage, plus de personnes Un formées. potentiel différent. Formées, qui n'est pas différent, encore Oui, exploité. c'est ça. Qui n'est pas encore exploité. Différents, mais je veux dire que il n'y a pas de pays sans personnes formées à tous les niveaux, ça n'existe pas. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut pour réfléchir de façon même théorique, être arrimé à toute une série de process géopolitiques ou de politique de l'État français pour réfléchir, non? Parce que quand j'entends notre collègue, notre sœur de la Calédonie, parler chaque fois de faire allusion à des arts, quoi que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le projet. C'est ça. C'est l'avenir. Je vous dis quelque chose de très simple. Moi, ça. quand je vois cette histoire de biodiversité et chez vous, c'est extrêmement riche. Et la forme d'union. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un institut de biodiversité. Voilà. Mais les Canadiens peuvent faire ça. Voilà. Et faire venir des gens ailleurs qui sont Mais le compétents but pour de les cette former. émission, c'est aussi les secouer. Je pense que c'est bien aussi. Oui, je termine en disant attends. que puisque vous avez la compétence administrative, ça peut se faire. Ça peut se faire. Non, mais ils ont des atouts. Ils ont des atouts que les partis politiques doivent exploiter. Ce sont des atouts que nous n'avons pas. Oui, mais donc un potentiel est là, mais on ne voit pas comment il est. Alors, j'ai vu clignoter la lumière verte. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a quelqu'un en ligne ou si ça veut dire que l'émission est déjà terminée. Manuela va nous dire, il y a quelqu'un au téléphone, d'accord. C'est Slate. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Slate. Bienvenue parmi nous. Oui, bonjour, merci. 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 Alors, dites-nous votre lecture. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, mais votre lecture de la situation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment vous allez faire exister la Kanaki de vos rêves, celle dont vous nous parlez et qui est plein de potentiel, mais qui apparemment politiquement ne sont pas exploités. Voilà. Oui, d'accord. Par rapport à votre question sur les modalités pour faire exister la Kanaki, je pense que Mme Aokas a dû vous partager un peu la vision que nous proposons pour la voie de sortie vis-à-vis de la crise actuelle. Ce qu'on avait proposé, c'est que nous, aujourd'hui, là, c'est les discussions qui sont en cours et qui font partie de la mission mandatée par le président de la République. Ces discussions-là, normalement, pour nous, elles doivent mener à un accord transitoire, c'est-à-dire juste discuter déjà de la reconstruction économique, de l'organisation de la sortie de l'accord. C'est-à-dire que là, les discussions ne doivent pas aboutir vers un nouveau statut, vers un axe de sortie de l'accord de Nouméa. Par la suite, il faudrait que d'ici la fin de l'année, on sorte avec des élections anticipées, c'est-à-dire qu'on poursuive le calendrier qui était prévu avec au mois de décembre des élections provinciales, mais derrière, ce ne serait pas des projets politiques qui devraient être défendus, mais plutôt un projet de société. La fameuse, nous, ce qu'on défendrait, ça serait la souveraineté de Kanaki. En face, on aura aussi nos adversaires, parce qu'on travaille avec tous les enfants du pays, mais ces élections-là, elles vont porter plus sur un projet de société, un projet d'avenir pour le pays, en partant du principe que l'accord de Nouméa actuel, c'est le seuil plancher, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir en arrière. Tous les avantages, toutes les compétences acquises, elles doivent être la base et on doit poursuivre encore vers davantage d'autonomie, sachant que nous défendons la souveraineté pleine et entière. Pourquoi? Parce que derrière, c'est aussi une souveraineté décoloniale. Une souveraineté décoloniale, c'est aller vers plus de justice sociale, c'est aller vers plus de... une économie plus orientée dans ce qui est social et solidaire, parce que plus adapté avec la vision de la culture kanak, de la culture océanienne dans son ensemble, et adapté vraiment à notre environnement local. Voilà, pour répondre à votre question sur notre vision, sur les modalités de sortie, c'est suivre ces différentes étapes-là.
C'est vraiment la ligne de conduite qu'on se donne. C'est vraiment la proposition qu'on donne aussi pour pouvoir enrichir la réflexion puis aller vers une voie de sortie apaisée et structurée surtout parce que derrière, on est en train de parler de l'avenir d'un pays. On est en train de donner des perspectives à nos jeunes. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que avec la situation de crise actuelle, les premiers qui sont partis, c'est encore nos enfants. Et là, je parle encore avec émotion parce que c'est nos enfants qui sont partis, nous, du côté kanak. Et pourquoi ils se sont investis jusqu'à donner leur vie? C'est parce qu'ils n'avaient pas de perspective. Ça, c'est vraiment le constat général. Là où on a failli, et je parle collectivement, là où nous, on a failli en tant qu'aînés, c'est qu'on n'a pas su leur donner une appétence vers la société qu'on leur propose. Et peut-être que nous, les plus grands, on n'a pas tapé du poing sur la table pour faire bouger les lignes. Aujourd'hui, on en est là, mais c'est une responsabilité collective. C'est vraiment ça que je constate aujourd'hui par rapport à la crise. Mais derrière, voilà, toutes les modalités que je vous ai citées juste avant, c'est pour donner toutes ces perspectives-là et puis aller vers le concret. On va arrêter dans la politique politicienne. Nous, on a besoin de choses concrètes et vraiment structurées parce que, comme je le disais, nous, on parle d'un pays, on parle de perspectives pour nos causes encore. Bon, merci. Merci, pardon, je me suis emparé. Merci pour Alors, votre nom, c'est Slate Kony. Slate Kony. Et vous êtes dans le mouvement Nice. Quel rôle y avez-vous? Je suis dans le conseil politique. Dans le conseil politique. J'interviens surtout sur la partie... Oui, pardon? Oui, votre stratégie pour... vous parlez d'élections. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt réformiste. C'est plutôt ça. Vous essayez de trouver des solutions, on va dire, avec... structurelles. Dans le cadre système. Structurel, je ne sais pas. On ne les sent pas dans vos décisions, dans vos stratégies. Structurel, non? Demander l'indépendance et ne pas avoir des partis capables d'imposer cette indépendance à l'État français, ça me paraît un peu illusoire. C'est dans ce sens-là qu'on propose des élections anticipées pour renouveler la classe politique derrière. Et c'est cette nouvelle classe-là qui va aller porter ce nouveau défi, sachant qu'aujourd'hui, il y a un désaveu total de la population face à la classe politique actuelle. Faut savoir que nous, au niveau du ministre, on est assez indépendant par rapport à toute la mouvance qui est en place actuellement. On a toujours participé aux différentes échéances électorales qui existent depuis le référendum de 2018, tous les scrutins, que ce soit pour les législatives, les sénatoriales, les communes, les provinces. Donc toujours pour faire valoir cette vision-là qui n'a pas encore... En fait, ils sont dans le système. Oui, ils ne sont pas sortis. Alors, moi, je voudrais faire une remarque. Alors, oui. Nous, enfin, nous travaillons à un projet, et ce projet, on se dit que c'est dans notre propre fondement que l'on va trouver les différentes ressources, les différentes filières en fait qui vont nous reconstruire. Vous avez une société coutumière qui a une approche sur son environnement, sur la montagne, sur la mer. Vous avez une approche de votre architecture. Moi, j'ai suivi un reportage qui, d'ailleurs, dans une tentative de séduction de la France envers Madame Jean-Marie Djibaou, qui lui disait nous voulons vous offrir quelque chose, nous voulons vous par rapport à ce qui s'est passé. Et elle disait qu'elle ne voulait de rien. Finalement, ils ont insisté. Elle a dit moi je voudrais de quelque chose pour valoriser ma culture. Et eux, les Français sont allés chercher un grand architecte italien pour vous offrir le centre culturel Jean-Marie Djibaou que vous avez aujourd'hui. Mais justement, j'ai appris par les dessous de cette affaire que Madame Jean-Marie Djibaou, lorsqu'elle a reçu les plans, a dit mais en fait votre structure ne respecte en rien notre culture.
Et si on veut faire une structure qui valorise notre culture, comment en fait cette structure peut être en fait en parfait désaccord avec notre culture? Parce que une maison chez nous, ça se reconstruit. Vous avez à cœur la matière. Nous avons à cœur le geste, le savoir, la transmission. Les symboles. Les symboles. Oui. Notamment, elle a parlé de l'entrée de ce centre culturel qui était une allée qui venait toute droite vers la porte d'entrée. Et elle a dit, chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, une entrée, ça serpente et c'est pour nous la garantie de voir très loin la personne qui arrive. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que dans la construction même de votre projet, vous avez des institutions déjà. Oui, pardon, excusez-moi, je suis un peu passionnée. Donc, vous avez quelque chose qui est profond, quelque chose qui date de longtemps, qui a traversé les âges. Et d'ailleurs, vous avez des jeunes aujourd'hui qui, malgré ce qu'on veut leur faire miroiter, ont bien compris que c'était plutôt des couleuvres qu'on voulait leur faire avaler. Donc, alors, oui. Voilà, l'idée, c'est de construire, ce que j'ai envie de dire, c'est de construire votre projet, celui qui accompagne votre drapeau. Alors, dans le discours de Mouneko et de Slides, ce qu'on sent, c'est que vous gérez votre réalité de Kanak dans le cadre du système français. Et on ne comprend pas bien, avec tant d'ambition pour votre kanakité, comment vous allez réussir ça? Ça veut dire que depuis le temps que vous vivez dans le système colonial français, vous n'en avez pas saisi l'esprit et vous ne savez pas que toutes les stratégies sont destinées à gagner du temps, à faire que le dominant gagne du temps, que vous vous usiez à attendre et qu'une fois que vous serez complètement plié par la vieillesse et tout le reste et que tous les jeunes seront partis chercher la vie ailleurs, qu'ils prendront le pays gentiment parce que aujourd'hui la colonisation, ce qu'elle veut, c'est éviter trop de confrontations et elle a trouvé des stratégies absolument douces. Nous, on n'est pas en train de vous dire comment il faut. Non, on n'est pas en train de vous dire comment faire. Mais nous, ce qui nous intéresse dans notre solidarisation avec vos luttes, c'est que nous trouvions justement en nous, en vous, un espoir de trouver une solution pour sortir de la colonialité de nos sociétés. Mais nous n'allons pas, avec vous, une histoire de plus de 3000 ans, nous n'allons pas vous demander, nous n'allons pas être des personnes qui vont vous dire oui, c'est bien le système administratif français qui vous a enlevé tous les leviers de pouvoir et de direction, que vous trouviez une solution dans ce cadre-là. C'est compliqué. Donc voilà pourquoi on va devoir mettre fin à nos échanges là pour vous qui êtes pour l'instant, mais je pense que ce sont des débats très sérieux à avoir sur place avec des gens qui, eux, ont une vision parce que je comprends quand on est enfermé dans un système, combien c'est compliqué de s'en émanciper et d'essayer de trouver des solutions en dehors. Mais parce que vous n'êtes pas dans votre ancestralité comme vous le voulez, vous n'y êtes pas, parce que le système administratif vous a ficelé aussi une partie de votre cerveau. Donc, oui, je vois si. Ça ne se trouve pas dans des décrets. Non. Qu'est-ce que c'est, Manuela? Il y a un autre appel? Manuela? Elle a clignoté. Peut-être parce que l'émission est terminée. Peut-être. Je pense Manuela ne donne pas de réponse. Donc, nous on va. Qu'est-ce qu'il faut faire, Manuela? Il y a encore un appel? On est arrivé au terme. Merci pour le signalement. Donc, on va faire... C'est ça, on a 1h30. On a donné beaucoup de temps à Mouneko. C'était nécessaire. C'était nécessaire parce que ça clarifie aussi. Même c'était bien, ça montrait qu'ils sont encore dans le système. Non, ça montre qu'ils sont révisionnés. En fait, ils ont besoin de sortir un peu plus du pays pour oui. voir. Parce que le système administratif... parce que la France, ils ont l'impression que c'est une chance pour eux. Elle est puissante, la France, dans
l'assimilation. Et le lavage de cerveau, il est, oui. Là c'est très fort, surtout sur un cas d'école. Ouais. Ah oui. La première étape, 30 ans, on appelle le principe de la dilution. Après la dilution, c'est le génocide par substitution. Absolument. Donc, Qui est déjà en Qui est déjà. Non, mais c'est une phase. oui. Bon, chacun va dire un Donc petit nous, on est mot. en plein dedans. Attends, chacun va dire un petit mot, puisque Manuela nous a signalé que l'émission est terminée. Merci à nos correspondants par téléphone. Peut-être qu'on a été un petit peu secouant, mais bon, voilà, nous sommes très attachés aux luttes de nos frères de partout. Je suis aussi les luttes du continent africain. Et nous avons à nous passer des modèles, des exemples, des idées. On ne peut pas rester, quand on a été colonisé si longtemps, essayer d'imaginer des solutions dans le contexte, dans le cadre du système. Le système a travaillé de manière à vous empêcher de vous projeter. Donc il faut ouvrir une autre porte pour en sortir. Et puis voilà. Donc, Gwen, dites deux petits mots. On dit vraiment deux petits mots parce que Manuela nous a signalé la fin. Non, merci Juliette pour l'invitation. Ça permet aussi de mettre en exergue ce qui se passe, mais aussi ce qui se passe dans les cerveaux en Kanaki. Donc oui, peut-être qu'on a été secouant. Je demande pardon à mes frères et mes sœurs, mais il faut se réveiller. Non, il faut faire vite. Il faut se réveiller. Donc c'était une très bonne chose. En tout cas, pour moi, je l'ai pris de manière constructive. Oui, et puis tant qu'on ne nous secoue pas, on n'avance pas. Donc faut bien oui, alors on dit secouer, c'est-à-dire qu'on pose le problème. Le débat idéologique. Le débat est toujours constructif. Idéologique et politique, il est posé. Que font les partis d'opposition en Kanaki? Et vous, Maître Mariam? Alors, le débat était passionné. Exactement. Oui. Pour moi, le débat était passionné. Nous avons montré à Moneko et à Slate que nous étions vraiment intéressés par ce qui se passait à la Kanaki et qu'on a vraiment envie qu'ils arrivent à s'en sortir, quoi. Et nous nous retrouvons en fait dans cette bataille-là et c'est quelque part la nôtre aussi. Et je pense que c'est plutôt ce qu'il faut retenir de cela. Et puis voilà, donc en tout cas j'étais très contente de ces échanges et puis nous allons garder le lien avec la Kanaki. Oui, alors moi, Monsieur Joseph, moi j'avais des questions importantes, mais voilà, vous allez revenir. Bien sûr. Voilà. Non mais j'étais au départ, je pensais que j'étais peut-être une goutte d'huile dans une... Non, quand j'ai réfléchi, je savais très bien que dès qu'on parle de problèmes politiques, de géopolitique, de problèmes de colonialisme, on parle nécessairement de ressources. Et il y a un élément à noter pour terminer, c'est qu'on est dans une sorte de léthargie. Pas seulement en Kanaki. Le système nous endort. Sauf que pour sortir de la léthargie, il faut absolument s'engager dans la connaissance de nos propres territoires déjà. Et la connaissance mène à prendre des positions qui sont des positions lucides. Qui ne sont pas administratives. C'est ça, mais bien sûr. Et ce que fait en général celui il est dans son rôle, celui qui veut garder les territoires, c'est de vous rendre complètement amorphe. C'est ça. Oui, alors moi je vais faire bref en disant simplement que, et puis tous ces exemples que la France a bannis de système de méthode on n'attend pas d'autres preuves. On peut pas, et puis on ne peut pas continuer à se jouer, à se faire la comédie. Pas du parce tout, c'est pas possible. Voilà. C'est moi, pour nous. Voilà, merci à vous tous, à vous toutes, à nos frères et sœurs de Kanaki qui sont intervenus. Merci beaucoup à Gwen et à Mariam et puis à tous ceux qui ont donné leur avis de spécialistes. Voilà, et donc nous allons relancer le débat de l'écologie politique dans une autre émission. En attendant, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir prêté attention. Et puis, surtout, cherchez la bonne information. Vous avez vu que chez nous aussi, nous sommes confrontés à ce problème de partis réformistes et qui veulent rester absolument dans le système. Et on a du mal aussi à nous projeter dans un projet qui serait collectif. Voilà. Merci. À très bientôt.